C'est pour eux, à mon avis, que s'adressent d'abord les remerciements. Maintenant, je vais vous donner un exemple de scène, j'en prends une au pif chaque soir, pour expliquer un peu ce qu'on essaye de faire sur le plan cinématographique. Le projet du film n'est pas de faire un film sur le mouvement des Gilets jaunes, et pas même sur les Gilets jaunes en général, mais de faire un film sur des hommes et des femmes qui ont revêtu le gilet jaune, et finalement d'essayer de faire un lien entre l'intime et le politique. Je vais donner un exemple ce soir avec Serge, président. On a eu des tas de gens qui, pendant qu'on tournait, nous faisaient le catalogue des revendications des Gilets jaunes. Donc le RIC, les produits de première nécessité sans TVA, enfin voilà. Ou le fait que fiscalement ça n'allait pas du tout en Europe, que les plus riches ils faisaient de l'évasion fiscale, et ainsi de suite. Et de manière encore plus forte que Gilles au montage, ça ne m'intéressait pas. Je l'ai dégagé. Je vais vous expliquer pourquoi je le dégage. Parce que c'est un espèce de discours général. C'est le discours du on. De la même manière que on évite les porte-paroles dans le film. On ne va pas vers le porte-parole, on va vers les gens qui sont plus anonymes, parce que les gens qui sont plus anonymes vont nous laisser accéder à une parole personnelle. Le porte-parole, il parle déjà au nom du collectif. Il parle au nom du nous. Ce qui est très utile politiquement, mais ce qui, de mon point de vue, n'est pas bon cinématographiquement. On ne fait pas un film engagé de cette manière-là. Je peux dire de quelle manière on fait un film engagé. Je pense qu'au fond, ne serait-ce que... On est dans une société où il règne tellement la langue du pouvoir. Quand on parle de langue de bois, en fait, c'est faux. Moi qui y suis confronté tous les jours, c'est la langue de coton qu'il faut dire. Parce que le bois, on a quelque chose à quoi se heurter. Or, la langue de coton, généralement... On s'endort dedans, elle est insipide, elle est moelleuse, elle est confortable et on se vautre dedans comme dans des fauteuils. Vous voyez ce que je veux dire? On glisse dedans. Et cette langue-là, elle nous entoure tellement, elle est tellement faite de mots, de grands mots généralisants, avec des grandes valeurs générales, que la seule effraction du réel, avec Loïc et sa pizza, sa pizza gratuite par semaine, avec Karine qui gagne ces cartes Auchan avec le bingo, cette seule effraction du réel produit un bouleversement de l'ordre des choses. Donc voilà, Serge, là en revanche, on va garder son discours sur l'évasion fiscale. Pourquoi? Parce qu'on trouve un lien direct entre sa propre existence, comme sous-traitant en CDI intérim chez Mullier depuis 8 ans, et l'évasion fiscale pratiquée par Mullier. Donc là, on va garder l'évasion fiscale parce qu'on voit très bien qu'il y a quelque chose qu'on peut jouer sur le terrain personnel avec Serge. Tandis qu'on va éliminer, très souvent, les discours d'ordre généraliste où on ne sent pas le lien entre l'intime et le politique. Voilà de quelle manière nous avons choisi de construire ce film. Voilà. Après, je vous laisse la parole. Voilà. Alors je vais demander un petit peu de participation pour faire passer le micro, parce que je ne passerai pas là où je veux. En tout cas, il est à vous, n'hésitez pas à demander la parole. Les gilets jaunes, d'abord, est-ce qu'il y a des gilets jaunes qui veulent dire un mot? Bah, allez-y, hein. Vous gueulez tout le temps sur les ronds-points, alors. Non. Alors c'est un homme, une femme ici. Je préviens, la parité est absolue hein, dans les présidents. Bonsoir, merci pour cet excellent film qui retrace vraiment la famille Gilets jaunes. Vous avez bien nommé un mot qui est interdit de nos jours, c'est le mot famille. Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent au niveau du mouvement. Parce que justement, il y a ce mot aussi qu'on est en train d'enlever, c'est la solidarité face à l'individualisme mondialiste. Pas mondialiste parce que c'est la destruction de la cellule de base, c'est le civisme, c'est la famille. Et donc, comme je vous disais, il s'est opéré aussi une force politique non politicienne avec la mise en place d'un réseau d'assemblées locales, justement pour revenir aux bases, c'est le local. Alors je voudrais vous poser la question suivante, est-ce que par rapport à ce qui se passe, le chamboulement, vous serez l'un des porte-parole par rapport à ces systèmes d'assemblées constituantes qui se fédèrent par département pour faire des actions, mais aussi pour revenir au local, parce qu'on parle beaucoup des transitions écologiques, mais il faut d'abord établir une transition démocratique. Parce
ce qui n'est pas le cas. Hein. On le voit de jour en jour. Vous l'avez souligné, on était traité de tous les noms d'oiseaux. C'était incroyable. D'ailleurs, on se demandait, justement, les premiers mois, ça a été ça. On nous a pestifié un petit peu, on a posé des questions. Puis finalement, des gens comme... Ça n'a pas l'air d'être complètement terminé quand même. Hein. Ah non, non, non. Ça fait que commencer. C'est ça qui est excellent. Donc voilà, est-ce que, par rapport à votre... parce que vous avez quand même fait des éclats de communication par rapport au maillot du foot et tout ça. Parce que vous avez parlé de solidarité, c'est vrai que par exemple, par rapport au sport, il y a le haut du pavé, le haut de cette pyramide du sport, qui dégage des milliards, qui n'osaient pas répartir vers le bas au niveau des fédérations, quoi. Donc voilà, je vous remercie et je voulais savoir, voilà, est-ce que vous vous intéressez aux assemblées locales? Est-ce que vous avez déjà participé? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Enfin, je vais prendre un homme, une femme, donc allez-y, tandem. C'est obligatoire pour une femme maintenant. Allez, ça se construit à parité. Oui, bonsoir. Le film était excellent, il était plein d'émotions. C'était un reflet de... Il y a une phrase qui m'a interpellée, c'est sortir la honte qui est en nous pour leur faire honte. C'était un film qui a résumé toute la souffrance de toute partie populaire, des histoires de l'un et de l'autre qui sont les histoires de nous tous. On s'est retrouvés sur certaines histoires, touchées de loin ou de près, mais ma question, elle reste, est-ce que ce peuple qui est en train de créer une histoire de leur misère et de leur tristesse et de ce divorce qui s'est fait entre la partie politique et le peuple qui n'était pas politique du tout, qui cherchait juste à vivre et remplir un frigo, et qu'on est devenu vraiment une partie contre-gouvernement, pas par méchanceté, mais pas par ni excellence, mais c'est juste par besoin de s'exprimer, exprimer ce qu'on n'arrive pas à dire réellement. Et cette répression qui se fait autour de nous, on va aller où et jusqu'où? Les prisons, ils sont pleins. Les hôpitaux, ils sont pleins. La rue, de moins en moins, on a accès. Et on va aller où? Et c'est quoi la solution d'après vous? Comment on peut continuer ce combat? Les jeunes, ils partent ou amochés ou interpellés. Donc on ne sait pas. Il y a la peur. Tout à l'heure, dans la rue, vous avez dit que la peur, elle crée le besoin. Et le besoin, il crée des idées, la créativité. Donc nous, avec notre peur et nos besoins, qu'est-ce qu'on va créer? C'est quoi notre créativité? On va trouver des idées pour aller encore plus loin, mais on est limité. Donc qu'est-ce que vous pensez comme solution qu'on peut... Voilà, ce sont des questions qui sont tellement vastes. Bon, moi, je suis partisan je dis toujours, les Gilets jaunes sont aujourd'hui une minorité agissante. Mais comme moi, je suis une minorité agissante. Dans mon précédent film, il y avait un commissaire des renseignements généraux qui venait dire ce sont les minorités agissantes qui font tout. Et il parlait de moi, donc c'était vachement flatteur. Mais moi, je crois qu'il se trompe, il est trop gauchiste. Il était trop gauchiste, mon commissaire des renseignements généraux. La vérité, c'est les minorités agissantes peuvent beaucoup, à condition de trouver le chemin des masses, du peuple, du grand nombre. C'est-à-dire que les minorités agissantes, c'est comme une locomotive, mais il faut toujours qu'elles surveillent si derrière elles ont bien raccroché des wagons. Et voilà, il faut qu'aujourd'hui, pour le mouvement des Gilets jaunes, il y ait l'obsession de bien avoir des wagons rattachés derrière. Alors aujourd'hui, je vois bien le resserrement autoritaire de la caste, mais qui était quelque chose de prévu. Moi, je suis un grand lecteur des livres d'Hervé Kempf, qui a écrit notamment Comment les riches détruisent la planète, qui est un livre remarquable, puis ensuite de L'oligarchie, ça suffit, et qui montrait, partant d'un point de vue écologique, comment la fin de l'abondance des matières premières
créerait une course à l'énergie, par exemple, et comment, pour gérer le moins d'énergie, eh bien, il y aurait à le faire par un resserrement autoritaire si le sommet veut garder le contrôle de la population. Et on peut dire que quelque part, il y a un début de raison, puisque le début de la crise des Gilets jaunes, c'est quand même sur une matière première qui est le gasoil, sans doute sur sa raréfaction, en tout cas sur le fait que son prix augmente, et qu'on aboutit à la fin à un resserrement autoritaire qui se traduit encore dans les discours de Castaner et puis Macron et tout ça ces derniers jours. Donc après, moi je pense qu'un combat est engagé entre l'oligarchie et la démocratie. C'est un combat de longue durée. C'est un combat, pour moi, les Gilets jaunes ont gagné cet automne. Ils ont mis un genou à terre à Macron. Ça, c'est sur le plan spirituel, on pourrait dire. Sur le plan matériel, ils ont gagné aussi. Il y a un avocat d'affaires qui est passé me voir à l'Assemblée. Et c'est un avocat d'affaires sympathisant des Gilets jaunes. Il y a comme ça des anomalies sociales. Bon. J'en suis sans doute une aussi. Et moi, je dis toujours, il n'y a rien de meilleur qu'un transfuge. Vous savez, un transfuge, c'est quelqu'un qui passe du côté obscur de la force là, chez nous et il ramène les armes des autres. Donc bon, voilà. Et il me montrait le budget 2019 avant les Gilets jaunes. Il n'y avait que les 1% qui gagnaient, grosso modo. Et le budget 2019 après les Gilets jaunes, et déjà, il y avait un net rééquilibrage. Les 1% gagnaient toujours, rassurez-vous, mais enfin, il y avait un net rééquilibrage. Je dis ça parce que il faut arrêter ce discours du « on perd toujours ». Si on dit aux gens, après la séquence de l'automne, qu'on a encore perdu, que ça ne marche pas, que quand on fait des manifs, il n'y a rien qui bouge, c'est pas comme ça qu'on va donner envie aux gens de nous rejoindre. Non, il faut se dire que cet automne, une bataille a été gagnée. C'est pas assez. On peut dire c'est pas assez. On peut dire on en veut plus, parce que l'appétit vient en mangeant. La volonté appelle la volonté, l'énergie appelle l'énergie, la victoire appelle la victoire. Mais il faut partir de ce point de départ que ce n'est pas vrai que ça n'a servi à rien, et ça a marché. Ça a marché. Et ça a marché avec un mouvement qui a reposé sur une tête d'épingle. Quelques dizaines de milliers de personnes, au mieux quelques centaines de milliers de personnes. Bon, admettons qu'un jour on ait peut-être frôlé le million, mais enfin on ne l'a pas dépassé. Et avec ça, ça a marché. Alors imaginez s'il y avait vraiment un jour les masses au rendez-vous. Donc voilà, c'est pour ça que, parce que c'est un discours que j'entends même depuis la loi travail. On me dit, oui, bah regarde, à la loi travail, il y avait 500 000 personnes, enfin il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues, et puis ça n'a pas marché. Bah ouais, mais... Et donc ça supposerait qu'il faut passer à des actions plus radicales, plus violentes, et ainsi de suite. Or, pourquoi ça n'a pas marché au moment de la loi travail? Parce qu'on n'était pas assez nombreux. L'objectif, pour moi, c'est la masse, la masse, la masse. Bon. Parce qu'il y a la peur. Je pense que la peur est une cause. Malheureusement, je crains que ça ne soit pas la cause principale. Il y a les médias, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'indifférence, la résignation. Quel est le principal moteur révolutionnaire? C'est l'espérance. À partir du moment où les gens se remettent à espérer, ils peuvent agir. Mais à partir... Pardon? Collectivement, oui. Mais à partir du moment où ils n'espèrent pas, ils ne vont pas agir. Oui, j'avais même une discussion il y a plusieurs années avec Serge Halimi, donc le directeur du Monde diplomatique, et voilà, il disait, voilà, regarde, c'est un moment où les ventes du diplôme, ça allait pas trop fort. Bon, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il me disait, voilà, mais je lui disais, mais pour qu'ils lisent quelque chose sur la Chine, les lecteurs, il faut qu'ils aient le sentiment de pouvoir agir sur la Chine. Vous voyez, on ne lit pas le Monde Diplo ou Fakir pour se divertir, il y a plus drôle hein, pour ça. Non mais voilà, donc ça veut dire qu'on a le sentiment qu'en prenant conscience de la marche du monde, on va un peu pouvoir agir ensemble sur la marche du monde. Comme déjà on a du mal à se dire qu'on arrive à agir sur notre propre destin, voire sur notre destin national, on a encore plus de mal à penser qu'on va réussir à agir sur le destin international. Mais je pense que, et là, le mouvement des Gilets jaunes, c'est entre autres ça, c'est bien autre chose. C'est pas ça qui m'a intéressé le plus, même on peut dire dans le mouvement, mais c'est le temps où des gens se disent on va reprendre en main notre destin commun. Et même avec une certaine candeur, parce que comme c'était des personnes qui n'avaient jamais manifesté, qui s'étaient jamais mobilisées, pour beaucoup, énormément, eh bien, elles sont arrivées là-dedans en disant bon, on va réussir.
Et il faut voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice, qui est qu'à partir du moment où on croit qu'on va réussir, en effet, on réussit quand même beaucoup. Parce qu'on fait des trucs qui seraient impensables pour n'importe quel leader politique ou syndical. Aller manifester sur les Champs-Élysées. Mais c'est une idée qui est tombée de la planète. Continuer à occuper les ronds-points le samedi soir. Se mobiliser sur Facebook, vous voyez. Bon, allez annoncer ça aux dirigeants syndicaux, ils vont se dire ils sont complètement marteaux ceux-là. Et donc dans cette candeur, eh bien il y a une efficacité de la candeur aussi. Maintenant, et le problème c'est qu'il peut y avoir une déception rapide de la candeur. Parce que quand on est de gauche, bon, on est habitué aux défaites. Hein, bon. C'est la prochaine. On a le cuir qui est bien tanné, même moi j'en ai fait une forme de philosophie, c'est volant de défaite à défaite, nous allons vers la victoire, vous voyez. Et on peut dire que même ça peut se vérifier à travers, moi je suis amateur de grande presse historique, il y a la formation de la classe ouvrière anglaise au 19e siècle, d'Edward Thompson, bon, qui montre comment, en effet, on perd, et puis un jour, l'horizon s'ouvre et on gagne d'un seul coup. Même c'est un mode de raisonnement. Allez, je suis parti dans mon délire. Mais, hein? C'est qu'à chaque fois qu'on gagne quelque chose pour les gens, Ouais. c'est par la violence. Alors, est-ce que c'est par la violence? Oui. Ouais. 68, ça a été que Non, que la violence. Alors, monsieur dit que la violence. Moi, je crois qu'il ne faut pas nier. Il faut pas nier. Non, je suis pas d'accord. Mais allez, vas-y. Attention, c'est un homme, donc la prochaine c'est une femme. Hein. Oui, tout d'abord, merci pour le film. Franchement, honnêtement, voilà, tu m'as saoulé parce que j'ai chialé pendant la moitié du film. Parce que moi, quand je vois des gens comme la dame là qui était handicapée et qui allait faire les poubelles, bah, c'est juste, mais inacceptable. Inacceptable dans notre pays, quoi. C'est un truc de dingue. Faut vraiment... Et là, il faudrait peut-être mettre la guillotine, quoi. Tu vois, des fois, quand on voit ça, on se dit, il faudrait peut-être y aller, quoi. Parce que là, le problème, regarde, depuis 3 mois, les gilets jaunes, on est des baltringues. 4 mois. Non, parce que le premier mois, il y avait du monde. Depuis 3 mois, on est des baltringues. Et concrètement, pour que le préfet dégage et que Castaner soit sur la sellette, ben, il a fallu massacrer les Champs-Élysées. Donc je pose la question, est-ce qu'il y a un mouvement social qui peut avoir une réelle efficacité sans violence? Est-ce qu'il y a une femme qui veut prendre la parole aussi? Je donne ici, ça sera pour vous la prochaine, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est juste pour vous dire que j'ai été particulièrement touchée justement par la personne qui est handicapée, parce que moi je suis confrontée à ce problème, et les handicapés, on n'est rien, on nous prend pour de la merde. Et excusez-moi si je parle franchement, parce que c'est mon cœur qui est touché. Voilà, c'est juste pour dire ça, que dans notre société, en fauteuil roulant, on peut traverser la route pour trouver du travail, mais déjà il faut faire descendre le fauteuil des trottoirs. Je pense que, moi j'ai vu dans ce mouvement, je vais répondre, hein, je biaise pas. Non, j'ai vu dans ce mouvement des isolés qui faisaient du collectif. Les isolés, ce sont les personnes handicapées, mais ce sont par exemple les auxiliaires de vie sociale, ce sont les auto-entrepreneurs ou petits artisans, ce sont les intérimaires. Et toute une somme de personnes qui ne peuvent pas former du collectif sur leur lieu de travail ou sur leur lieu de vie et qui se sont retrouvées sur le rond-point pour faire du collectif. Et je pense que ça a été un surgissement des plus invisibles de la société française. Moi je dis, pourquoi j'ai fait ce film? J'ai fait ce film parce que les gens qui sont dans le film, en gros, c'est des personnes que je rencontre depuis 20 ans, mais je les rencontre dans le silence de leur appartement, elles chuchotent. Elles ne veulent pas qu'on mette leurs photos, il est encore moins question d'être filmé. On change leur prénom, parce qu'il ne suffit pas d'être pauvre, il faut avoir honte d'être pauvre. Je dis souvent, les pauvres se cachent pour souffrir. C'est comme si là, on était dans ce temps un peu carnavalesque. Vous savez, le carnaval, c'est le moment où le haut passe en bas et le bas passe en haut. On est dans ce temps où les plus invisibles de la société deviennent hyper visibles, en revêtant un gilet jaune fluorescent pour être visible même dans la nuit, sur les ronds-points, mais aussi sur les plateaux de télé. C'est le temps où les muets deviennent les plus bavards. C'est le temps où les isolés fabriquent du collectif. Et c'est surtout le temps où ceux qui sont le plus frappés
par la chape de plomb de la résignation, se remettent à espérer. C'est ça qui s'est passé. C'est ce grand temps d'inversion, c'est presque une brèche ouverte dans l'histoire, je le dis à la fin. Mais voilà, et c'est ça, c'est ça qui m'a touché, moi, dès le 17 novembre, que j'ai senti, et dont je voulais garder la trace. Parce que je pense que un mois avant, les personnes qui témoignent, il aurait fallu négocier pendant un an et demi pour remplir les papiers, puis tout ça, puis elles auraient dit oui, puis elles auraient dit non, puis, et puis ça aurait été compliqué, puis ça aurait été en hésitant, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est comme un temps de libération de la parole, d'accélération de l'histoire et de libération de la parole. Donc, j'ai voulu profiter de ce temps de libération de la parole pour venir saisir des histoires populaires qui sans doute retourneront, je le crains, à une forme d'invisibilité. Je rêvais, moi, au moment de MeToo, vous voyez, où les femmes se mettaient à parler, balance ton porc et tout ça, et qui est un mouvement que moi, grosso modo, on peut dire qu'il y avait des excès, des dérives et puis tout ça, mais grosso modo, j'appréciais. C'est-à-dire, voilà, une libération de la parole qui me paraissait nécessaire. Eh bien, je rêvais d'un MeToo des salariés. Parce que moi, je les vois dans ma permanence ou comme reporter, tous ces gens qui souffrent sur leur lieu de travail et qui viennent se confier à toi, mais qui n'iront pas relever la tête dans leur entreprise parce qu'ils ont peur de se la faire couper. Hein. Et je rêvais de ça. Et quelque part, les Gilets jaunes, c'est un MeToo général. C'est chacun y vient et déballe ce qu'il a sur le cœur. Et c'est varié. Alors moi qui ai fait la fête à Macron l'an dernier, j'étais pour une manif pot-au-feu. Chacun arrive avec son navet de revendications, sa carotte de trucs. C'est pas grave, chacun son truc, et puis on le met dans le pot-au-feu général. Ben, les ronds-points, c'est ça, c'est un espèce de pot-au-feu général. Alors après, on essaye de sortir, et on y arrive, des revendications, la revendication sociale, gratuité, enfin pour que les produits de première nécessité, et pas de TVA, fiscal, rend l'ISF d'abord, démocratique, eh bien il faut le RIC, et puis aussi de justice, l'amnistie de tous les gilets jaunes. Donc on peut ressortir comme ça des revendications communes, mais c'est quand même parce qu'au point de départ, on est venu mettre nos oignons, nos carottes, enfin, vous voyez, donc c'est un temps que j'ai trouvé très très beau, voilà, enfin, et que je trouve toujours très très beau, qui est alors je l'ai dit tout à l'heure sur les ronds-points, mais il faut faire gaffe à ce que cette beauté de départ, cette humanité qui est visible dans le film, ne se transforme pas sous les coups du pouvoir et sous son autisme, hein, enfin, on n'a plus le droit de dire, enfin, voilà, faut pas dire ça, sous sa surdité. C'est sa connerie. Bon, eh bien, que ça fasse pas que ça nous fasse nous-mêmes devenir aussi laids, stupides et méchants qu'ils le sont eux-mêmes. Vous voyez, bon, ça, voilà, hop, aparté. Sinon, sur la violence, moi je crois qu'en effet, il y a un rôle de la violence dans l'histoire. On ne peut pas le nier. Bon, maintenant, c'est quand est-ce que la violence est efficace? Moi, en même temps, je crois qu'il y a un choix à la fin du 19e siècle qui est entre le mouvement anarchiste et le mouvement socialiste. C'est-à-dire entre la propagande par le fait et la masse. Et je le dis, moi, je suis du côté de la masse. Je suis du côté du mouvement socialiste. Ça ne signifie pas que la masse, le mouvement socialiste, soit un mouvement où on va cueillir des pâquerettes. Hein. Et le 14 juillet, quand je fête le 14 juillet, c'est pas parce qu'ils sont allés tondre les moutons à la campagne. Hein. Donc bon, voilà. Donc il y a un rôle de la violence dans l'histoire. Maintenant, moi j'accepte une violence de masse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, une violence de masse qui doit être ordonnée, organisée et tout ça, mais quand les contis vont à la sous-préfecture de Compiègne pour casser les ordinateurs, c'est pas moi qui vais leur dire non, faites pas ça. Vous voyez? Maintenant, le risque est d'être avec une minorité qui devient hyper agissante et violente, je le dis, et que ça contribue à couper ça du reste du pays. Et alors, je pose moins du coup le rôle de la violence, là je le pose moins d'un point de vue moral quasiment que d'un point de vue tactique. Et d'un point de vue tactique, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur chemin aujourd'hui. Mais ça, je laisse, vous avez un gilet jaune, je n'en ai pas, donc je vous laisse en débattre entre vous pour savoir, oui, j'ai le petit gilet jaune. Donc, alors c'est un monsieur et une dame. Je sais que
que dans le Berlingot, il n'y a pas de gilets jaunes. Je suis heureux de... Ça, alors maintenant, non mais c'est bon, je te remercie, mais... Ouais, bon d'accord, mais alors, c'est gentil, mais maintenant, je dois dire que... Allez, on se le On met. a remis un paquet de gilets jaunes, merci. Merci beaucoup. Oui, donc tout d'abord, je voulais dire un grand merci pour le film, le reportage, voilà. Parce que j'en ai vraiment marre d'entendre parler que de la violence des hauts médias, des gilets jaunes, alors qu'on y est sur les ronds-points et qu'on sait que c'est pas vrai, voilà. Donc ça fait plaisir, voilà, déjà au niveau du cœur. Et oui, faire rebondir sur la solidarité. Moi aujourd'hui, je suis là grâce à Chantal qui m'a payé la place, et Archimède qui a réservé la place. 3 gilets jaunes qu'on ne se connaissait pas au tout départ du mouvement. Voilà, donc simplement déjà dire ça. Un grand merci. C'est bon là? En technologie quoi. Alors vous voyez sérieusement comment je suis trop fort en technologie, hein. Bon bah c'est pas trop mon fort, je vis plutôt un petit peu à l'ancienne. Bon, toujours est-il que François Ruffin, bah, je le connais depuis longtemps par rapport à Fakir, hein, non pas personnellement, hein, on n'a pas fait les cochons ensemble. Mais bon, toujours est-il que voilà, on a fait les ch'tis au Fakir avec un pote qui s'appelle Thierry qui n'a pas pu être là d'ailleurs et qui serait très content d'être là, mais bon, peu importe, je vais raconter un petit peu tout cela. Et donc c'est bien pour toute l'œuvre et puis c'est toute la suite quoi. Il n'y a pas que les gilets jaunes en général quoi. Je pense qu'il y a eu une nuit debout avant, exactement quoi. Fakir qui depuis longtemps justement qui prône dans ce sens-là. Donc le monde diplomatique c'est dans le même sens aussi. Et donc je pense que tous ces gens en général, enfin tous ensemble, on devrait être beaucoup plus unis. Ne pas voir telle couleur, telle chose, tel racisme, que de penser qu'à soi qu'en fait. Il n'y a pas que ça qui compte quoi. Le principal, et je pense qu'on va tous dans le même but, c'est d'avoir tous à manger, ceci, cela. Et puis même de voir internationalement, parce que les Gilets jaunes, on parle de France, mais apparemment ça s'est expandu un petit peu ailleurs. Et ouais, même les Belges, hein, pourtant, hein, avec les Belges, on en a une bonne sur France Inter avec eux. Mais bon, bon ils sont sympas. Mais bon, toujours est-il que je pense que vraiment, il faut vraiment une grande unité de tout le monde. Ni couleur, ni voilà, ni frontières, ceci. Et je pense qu'il y a assez d'art sur Terre, assez de technologie. L'humain est assez fort maintenant pour pouvoir arriver... pratiquement à nourrir toute la terre entière, entre le gaspillage, entre enfin, tout ce qui s'ensuit, le reste, enfin, sinon je vais m'étaler sur tout, mais bon, on pourrait faire des taxes sur plein de choses, mais il y a des gens qui ont vraiment trop d'argent, il faut arrêter quoi. Moi je me rappelle du temps de mon grand-père, qui est de Pologne, justement, quoi aussi, qui a fui le communisme, qui est venu se battre en France pour les, voilà, pour les Français, puis et à la mine, voilà, et puis pour sortir sa misère, il travaillait 6 jours sur 7, enfin bon, peu importe, et ouais, bah voilà, j'essaie d'enchaîner quoi en fait, ouais. Et de me dire que tout simplement, quoi, j'aimerais bien que vraiment tout le monde ne voit pas simplement que le source en paillasson et que voilà, tous ensemble on peut faire quelque chose. Et c'est ce qui se passe sur les ronds-points des Gilets jaunes, mais bien au-delà de ça, quoi, et que ça continue après. Parce que là ils sont en train de nous endormir avec leur débat, et puis ensuite là ça va être les vacances, et après tout le monde va partir en vacances. Et bien après en septembre on va se donner rendez-vous peut-être, mais bon voilà quoi. En attendant ils seront bien foutus notre gueule. Et je pense qu'il n'y a que François et certains qui s'ouvrent bien leur gueule aussi, mais à l'Assemblée on est très peu représentativité. Voilà, je vais y arriver quoi. Ben voilà quoi, on n'est pas très bien représenté tout, hein, tout ce que je quoi. Bon, ben merci, voilà c'est tout. Alors, je vais dire un truc, après je prends 2 questions et puis on arrête. Je vous explique pourquoi. Ouais, je vous explique. Quoi? On va arrêter? Ouais, parce que je vous explique pourquoi, parce que moi je pense que ce que vous aurez vécu plus fort ce soir, c'est pas moi, c'est pas le film, mais c'est d'avoir fait nombre comme ça ce soir. Vous savez, la chaleur des corps, la proximité, le sentiment d'être ensemble et tout ça, c'est une expérience corporelle charnelle, mais qui est une expérience politique. C'est une expérience politique. La politique, moi, je crois que ça passe par l'émotion, ça passe par le rire, les larmes, ça passe par les affects. Dans émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement. Et c'est pour ça que, comme vous êtes venus en groupe, je préfère que vous repartiez en groupe. Vous pouvez chanter si vous voulez à la fin. Voilà. Je vais dire un mot sur l'entraide. Je vais dire un mot sur l'entraide qu'évoquait Mademoiselle.
je crois que, moi je vous le recommande, c'est le dernier bouquin qui m'a marqué à ce point-là, c'est L'Entraide de Pablo Servigne, c'est un bouquin qui est vraiment remarquable et qui montre que il y a un désir d'entraide enfin c'est pas un désir, il y a une entraide qui existe dans la nature, mais d'une manière encore plus puissante que la compétition. Et y compris Darwin, sur la fin de sa vie, avait remarqué combien l'entraide était présente entre les animaux, à l'intérieur des espèces et entre les espèces elles-mêmes, et que c'était les espèces qui s'entraidaient le plus, qui survivaient dans la durée. Vous voyez ? Et ensuite, il y a des politistes, il y a des sociologues qui ont montré comment l'entraide était immensément présente dans nos sociétés. En fait, c'est un continent qui est tellement présent, on l'a tellement sous nos pieds qu'on ne le remarque même pas. Et donc, évidemment, je disais tout à l'heure à propos du nouveau pacte ferroviaire qu'il y avait 85 fois dedans le mot concurrence. On veut nous éduquer en permanence à la concurrence, à la compétitivité, à la guerre de tous contre tous. Or, nous avons un autre désir en nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de concurrence en nous. Il y a comme une coexistence et sans doute que je pense qu'il y a une dominante de désir d'entraide. Et nous avons une autre part en nous qui est le souhait d'entraide, le souhait de solidarité, de fraternité. Et c'est comme si ce truc-là était un truc con-con-cucu et qu'il fallait le négliger ou qu'il était périphérique au truc central, moteur de l'économie et de la société qui devait être la concurrence. Or, je pense qu'aujourd'hui, être progressiste, c'est replacer cette entraide-là au cœur d'un projet de société. Voilà. Bon. Alors, je prends deux questions. Madame a le micro, donc pour la dame, ça sera cuit, madame. Et puis, non, je vous explique. Bon, voilà, j'aime qu'on termine ensemble. Et moi, j'aime terminer pas à 2 h du matin parce que ça reprend le lendemain, quoi. Donc, voilà. Ça marche. Non, mais... Alors, tout d'abord, je me permets de vous remercier pour votre présence ce soir, pour ce superbe film qu'on a eu l'occasion de voir grâce à vous, bien sûr. Mais je me permets de remercier aussi tous les Gilets jaunes qui sont présents aujourd'hui. Voilà. Et ma petite question, toute simple. J'aimerais savoir maintenant jusqu'où on va devoir aller, nous, en tant que Gilets jaunes, pour espérer obtenir de M. Macron qu'il nous écoute et peut-être avoir une réponse. Voilà, moi c'est ma question. Jusqu'où va-t-on devoir aller dans le temps pour qu'enfin on puisse obtenir au moins une réponse? Merci beaucoup. Alors, un homme maintenant... Alors, vous pouvez crier ou pas là-haut? Vous pouvez pas crier? Alors, vous passez.